Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show pour l'actualité high-tech et technologique de la semaine évidemment. Du coup, on va commencer directement avec une news assez importante qui m'intéresse plutôt. C'est Tesla qui a annoncé son semi-truck, donc son semi-remorque. Donc les semi-remorques qui composent à mon avis la plupart des camions de transport. Et du coup, ils ont annoncé un camion électrique évidemment, c'est Tesla. Et il y a pas mal de choses intéressantes par rapport à ce camion, beaucoup plus intéressant qu'on ne le pensait. Première chose très intéressante, c'est sa portée. 500 miles, ça fait... Oui, j'ai utilisé... non, j'ai changé mon truc. C'est pas grave. Ça fait 800 km, 500 miles. Donc 800 km, c'est énorme. C'est vraiment pas mal, mais ce n'est quand même pas aussi bien que, évidemment, les plus gros camions encore qui fonctionnent en diesel ou même sous essence ou autre chose. Parce que ces plus gros camions là ont encore un petit peu plus de portée et surtout ils ont l'avantage que vous pouvez juste vous arrêter à un truc de gaz et puis juste remplir en beaucoup moins de temps qu'il ne faut pour recharger les batteries. Même si ce n'est pas totalement vrai. Alors un véritable gros camion de transport qui a besoin de faire beaucoup de kilomètres a des réservoirs tellement grands que ça prend assez de temps en fait de les remplir. Il y a aussi, alors on en parlera après, des trucs en Europe, mais du coup en fait, ce camion de Tesla est annoncé pouvoir se recharger, donc recharger les 800, recharger pas les 500 km, les 500 miles, donc les 800 km, mais recharger 400 miles en 30 minutes. Toutefois, c'est avec des méga chargeurs. Donc, Tesla avait des super chargeurs avant, donc c'est ce qu'ils utilisent pour recharger la plupart de leurs voitures en moins de 30 minutes, ou en tout cas la plupart de la batterie de la voiture en 30 minutes. Donc beaucoup de gens les utilisent. C'est même ce qui rend les Tesla beaucoup plus intéressantes, évidemment, parce que ça vous permet de juste arriver 30 minutes, vous repartez. Donc par exemple, une famille qui part le matin fait pas mal de kilomètres là, le début de matinée, donc 200 kilomètres, s'arrête pour manger. Ils mettent recharger pendant ce temps-là, ils repartent, ils ont autant de kilomètres pour arriver à leur destination. C'est très intéressant. Évidemment, il faut qu'il y ait des superchargeurs près de chez vous pour que ce soit encore plus intéressant. En Europe, ça se développe encore. Aux États-Unis, évidemment, il y en a beaucoup plus. Toutefois, là, ça utiliserait des méga chargeurs qui, lui, du coup, à mon avis, j'ose même pas imaginer la quantité d'électricité qui va passer là-dedans parce que pour fournir une telle autonomie, donc 500 miles, j'ose même pas imaginer la taille des batteries. Ils n'ont rien précisé à ce niveau-là parce qu'évidemment, c'est un petit peu secret, mais il faudra voir. Il faut d'ailleurs noter que les premières estimations avaient donné 200 à 300 miles d'autonomie pour ces camions, donc il y a une grosse upgrade à ce niveau-là. Ils peuvent charger jusqu'à 80 000 lbs, ou si vous êtes comme le reste du monde, ça fait 36 tonnes, donc pas mal. C'est à peu près, je pense, dans la norme pour un camion, un semi-remorque. Et il peut atteindre, alors ça c'est le mieux, il peut faire 0 à 60 miles, donc 0 à 100 km/h pratiquement, en 5 secondes. Oui, 5 secondes, genre. C'est-à-dire que s'il y a un camion Tesla qui se gare à côté de vous, qui n'a pas sa remorque, et qui vous regarde pour faire la course à un feu rouge, ne le faites pas, vous allez vous faire défoncer par le camion. Mais bon, c'est pas grave. Il a une vitesse maximum de 165 miles, ce qui n'est pas très important en Europe parce qu'on est limité à 90 km/h pour les camions. Et surtout, il peut faire les 0 à 100 km/h en 20 secondes avec les 36 tonnes de charge. Et ça c'est très intéressant parce que l'un des problèmes des camions, justement, c'est que... Et c'est quoi cette drôle de pub à côté? Ah, c'est Zalando, ok. J'ai des drôles de pubs à chaque fois à côté. Je ne veux pas avoir de pub. Et maintenant, j'ai une pub pour Seat à côté d'une news sur Tesla. Ça semble logique, oui, ça semble logique. Enfin bref. Du coup, où j'en étais? Oui, c'est très important pour les camions parce que l'un des problèmes des camions, c'est qu'ils ont un petit peu du mal à accélérer et tout ça. Donc là, il pourra accélérer en 20 secondes, même pas, c'est-à-dire que le camion pourrait plus facilement s'arrêter. Surtout que, je vous rappelle, c'est un camion électrique, donc s'il freine, il recharge en partie les batteries, donc c'est pas totalement perdu, donc c'est plutôt un avantage. Après, clairement, ça ne va pas lui permettre de sauver énormément de batteries, hein, à part s'il fait un chemin où il y a beaucoup de descente et qu'il doit souvent freiner, hein, évidemment. Mais bon, c'est quand même un plus. Alors, il y a quelques informations, donc voilà à quoi il ressemble, hein, vous pouvez voir. Il y a une version plus petite d'ailleurs, qui sera très intéressante à mon avis en ville, parce que c'est justement selon moi, là où les camions électriques seraient le plus intéressants, là où il y a des petits trajets, très peu de kilomètres, où on s'arrête souvent, très intéressant pour un camion électrique, parce qu'il redémarre vite, et il consomme rien s'il est à l'arrêt, parce qu'un camion électrique ne consomme rien s'il est à l'arrêt, parce que c'est quand vous bougez que les moteurs s'activent, contrairement à un moteur normal où il est encore actif et il faut l'éteindre si vous voulez économiser
tout simplement du carburant. Il y avait aussi donc l'intérieur qui est plutôt moderne. Autopilote d'ailleurs, avec... alors, en partie autopilote, c'est pas du full autopilote, mais il pourra garder sa ligne sur l'autoroute, plutôt cool, surtout pour un chauffeur de camion, parce qu'il va souvent être sur l'autoroute. Toutefois, il faudra avoir la légalité de tout ça, hein, parce que, évidemment, ça peut poser pas mal de problèmes, mais je pense que ça pourrait être très intéressant pour beaucoup de camionneurs. Le siège, comme vous pouvez voir, est centré, parce que au final, si vous êtes chauffeur de camion, autant... Enfin, bon, je suppose que c'est parce qu'on est habitué de mettre le siège d'un côté ou de l'autre, mais ça ne change rien d'avoir le siège au milieu pour un camionneur, peut-être à part s'il veut sortir sa tête par la fenêtre pour mieux regarder lui-même, même s'il n'en aura pas besoin parce qu'il a 2 écrans de chaque côté avec des caméras de recul et tout ça pour couvrir les angles morts. Donc pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, évidemment, tous les logiciels Tesla contrôlent avec l'application et tout, comme ça vous pouvez regarder si votre camion recharge correctement ou je ne sais quoi. Enfin bref, pas mal de choses intéressantes. Maintenant, quel est le plus gros obstacle pour ces camions? Je pense que le premier, clairement, ça va être recharger ses batteries. Ça prend du temps. Et même avec les méga chargeurs qui ne seront pas disponibles partout, ça va être problématique. Toutefois, il y a quand même des bons signes en vue. C'est que notamment un camion, ça prend du temps à décharger, hein, surtout s'il est plein à fond. Du coup, le temps de le décharger, vous pouvez le recharger, enfin électriquement parlant, ou même quand vous le chargez de marchandises, vous pouvez le recharger électriquement parlant, encore une fois. Donc ça peut être très intéressant de le faire à ce moment-là. Toutefois, il faut que l'infrastructure soit en place pour recharger à un tel niveau. Parce que, je vous l'ai dit, hein, en 30 minutes, une telle quantité de batterie, à mon avis, ça doit pomper une quantité d'électricité pas possible. Et je suis pratiquement sûr que si vous avez plusieurs centaines de camions comme ça qui rechargent dans une ville, vous pourriez sacrément impacter le réseau électrique de la ville. Vraiment, hein, si c'est pas une très grosse ville, il y a vraiment moyen d'en arriver là. Parce que ça doit pomper une quantité folle d'énergie. Enfin bref, on verra bien. Ça, c'est l'un des problèmes. Le deuxième problème, évidemment, ça va être l'adoption. Est-ce que les compagnies de transport vont adopter ce genre de transport ou autre chose? On ne sait pas. Le plus gros problème, c'est que quand vous achetez un camion, vous voulez c'est de l'argent. Vous investissez de l'argent. Quand le camion ne fonctionne pas ou qu'il est en panne, c'est de l'argent que vous perdez. Du coup, les compagnies de transport veulent des camions qui soient 100%, qui n'aient jamais de problème. Ou en tout cas, le strict minimum de problème. Et ça, alors, comme c'est des moteurs électriques, vous pourriez avoir moins de problèmes, justement. Il y a moins de mécanique, il y a moins de pièces qui bougent. Toutefois, Tesla n'est pas les meilleurs au niveau du contrôle de la qualité et tout ça. Ils ont déjà eu quelques problèmes techniques avec certaines voitures. Toutefois, ils ont un très bon service après-vente où il y a carrément quelqu'un qui vient chez vous réparer la voiture. Sauf que là, on parle d'un camion. Donc, vous attendez... Enfin, vous voyez le mec de Tesla aller réparer le camion comme ça en plein milieu de l'autoroute. Et puis surtout, le transporteur ne sera pas content. Donc, l'adoption va être vraiment le plus gros problème. Toutefois, ils ont un moyen de tester tout ça. C'est que Tesla eux-mêmes utilisent leurs prototypes. Donc, ils ont des prototypes apparemment plus discrets de camions qu'ils utilisent déjà pour transporter les batteries d'une usine à l'autre. Donc, de la méga factory jusqu'à leur usine de voitures. Donc, on verra si avec ça leur permet de tester, voir les problèmes au fil du temps. Mais ça va être, selon moi, vraiment leur plus gros problème, l'adoption, vraiment. Et puis le chargement à côté de ça. Toutefois, ces camions pourraient être beaucoup plus intéressants en Europe. Parce que en Europe, on a des beaucoup plus petits trajets encore que les États-Unis. On a surtout aussi beaucoup d'infrastructures en place. On pourrait facilement recharger plus souvent le camion. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, il y a des autoroutes où vous n'avez rien à 50 km. Vous faites 50 km, vous ne voyez rien de chaque côté de la route. En Europe, c'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours une station d'essence tous les X km ou autre chose. Donc, pour un camionneur en Europe, ce serait plus intéressant parce que si toutes les stations de pompe à essence étaient équipées au moins d'un superchargeur, même pas forcément un méga chargeur, mais au moins un superchargeur, il pourra avoir une sacrée autonomie et vous pourriez sans problème, à mon avis, faire des sacrés voyages. Et même, sans compter de ça, juste faire des petits voyages sur la journée ou juste un camion qui, comme je vous dis, fonctionne en ville, ça pourrait être très intéressant. Et surtout, ça réduirait le bruit, parce qu'un camion électrique, ça fait presque pas de bruit. Vous avez le bruit quand même qui se déplace au sol, hein. Et surtout, ça ne fait pas de pollution. Donc, vraiment des gros avantages. Toutefois, encore une fois, il faut voir l'adoption. Mais bon, je pense que, selon moi, il pourrait être beaucoup plus populaire en Europe. Et vraiment, Tesla devrait
on va dire, attirer le marché européen là-dessus, parce que c'est vraiment des camions qui sont faits pour l'Europe, franchement. Ils sont vraiment faits pour l'Europe, à part peut-être au niveau du prix de l'électricité qui est peut-être un peu cher des fois en Europe. Mais bon, le prix de l'essence aussi est très cher en Europe, donc je suppose que ça s'équilibre. Hein. Et puis il y a des pays qui ont des parcs éoliens énormes, qui la nuit produisent trop d'électricité, qui seraient contents de... Imaginez si la nuit on pouvait juste recharger les camions avec le surplus d'électricité, là où ça coûte le moins cher en plus, et puis la journée vous faites vos livraisons en ville, là où vous faites peu de kilomètres, et hop, vous le mettez recharger la nuit d'après. Ça pourrait être très intéressant. Toutefois, encore une fois, il faut que les camions soient fiables à 100%. Alors, ils ont aussi annoncé une surprise, et ça c'était pas attendu, ils ont annoncé un nouveau Roadster. Donc Tesla s'était fait connaître au début parce qu'ils avaient justement sorti un Roadster. C'était le méga plan de Elon Musk. C'était sortir une voiture de luxe, puis sortir une voiture un peu moins de luxe, et puis sortir une voiture pour la masse, pour tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait avec la Model 3. Ils ont d'ailleurs encore beaucoup de problèmes de production, donc parfois on verra bien. Et là, ils ont du coup annoncé un nouveau Roadster qui a des spécifications vraiment incroyables. Alors, déjà, le prix apparemment qui serait de 200 000 $, c'est une voiture de luxe, mais ça pourrait être un bon moyen pour Tesla de faire un petit peu de cash facilement, parce que sur ce genre de voiture de luxe, vous pouvez facilement faire du cash parce que vous vous faites payer énormément. Et surtout, elle aura une portée de 620 miles. 620! Je sais pas si vous vous rendez compte, 620. Ben voilà, attendez, 620. Je le convertis sur ici. Ça fait 1000 km! 1000 km! Je sais pas si vous vous rendez compte. Même des voitures de luxe n'ont pas une telle portée. On en arrive même au point, en fait, où on se demande si les voitures électriques ne vont pas finir par avoir plus de portée que les voitures à essence et tout ça. Toutefois, évidemment, ça prend du temps à recharger une telle batterie, contrairement à une voiture à essence où vous mettez le truc, vous attendez quelques minutes et puis c'est bon. Alors, il y a d'autres spécifications très intéressantes. Il y a notamment le fait qu'elle peut faire 0 à 100 km/h en 1.9 secondes. 1,9 secondes. C'est la meilleure vitesse, d'ailleurs, pour n'importe quelle voiture actuellement en cours de production pour le public. Donc évidemment, il y a des voitures spéciales qui peuvent dépasser ça, mais c'est des voitures que vous ne pouvez pas acheter en tant que consommateur. Mais là, ce serait donc la plus rapide pour le grand public. Énorme. Et aussi, une vitesse maximum de 250 miles à l'heure. Donc plus de 300 km/h de vitesse maximum. Et ça, c'est justement, je pense, l'un des trucs qui refroidissait certaines personnes. Il y a des gens qui aiment avoir des voitures rapides, même s'ils ne sont pas censés pouvoir rouler aussi rapidement. Du coup, les voitures électriques, le truc, c'est qu'elles sont très rapides pour accélérer, mais n'ont pas non plus des vitesses maximum énormes. Elles ont des vitesses maximum suffisantes, hein, mais pas non plus énormes. Du coup, là, c'est clairement... Ils disent aux amoureux de voitures de luxe comme ça, ils disent « Hey, elle va vite aussi. Elle accélère vite, hyper vite, et elle va très vite en plus de ça. » Donc ce sera intéressant de voir comment ils ont fait ça d'ailleurs, parce que il faut préciser, de 0 à 250 miles par heure, je ne sais pas comment ils ont géré l'accélération à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un système de vitesse, peut-être, parce que je ne vois mal comment ils pourraient régler... Enfin, j'ai du mal un petit peu à voir. Évidemment, c'est une voiture électrique, donc c'est encore différent d'une voiture à essence ou autre chose. Mais bon, il faudra voir. Du coup, apparemment, elle aura une batterie de 200 kW. Ouf, ça c'est énorme. Ça prendra du temps à recharger. Il faudra le superchargeur, ça c'est sûr. Mais bon, très belle bagnole, oui. Très belle voiture. Toutefois, évidemment, il faudra voir aussi si elle est bien faite. Parce que ça, c'est aussi un problème de Tesla. C'est que leur intérieur n'est pas des plus... luxueux. C'est intéressant, il y a la grande tablette et tout ça, mais c'est pas le plus luxueux. Ah aussi d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, il y a 4 places dedans en fait. Donc il y a 2 petites places à l'arrière, pas beaucoup de place pour une personne en fait, mais pour des enfants ça peut aller. Donc si vous voulez partir en week-end en couple avec vos enfants, ce serait nickel. Parce que 1000 km, vous pourrez aller dans le sud de la France depuis le nord de la France. Et évidemment, comme il n'y a pas de moteur à l'avant, vous pouvez mettre des bagages dans le capot. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'était le Roadster de Tesla. Après, il y a aussi du coup des questions qui sont levées. Il y a beaucoup de problèmes de production sur les modèles 3 actuellement chez Tesla. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques. Et je dois bien avouer que je suis un petit peu sceptique aussi. À voir s'ils arriveront à régler leurs problèmes. Toutefois, avec le Roadster, c'est autre chose le Roadster. Je veux dire, il sera tellement cher qu'ils auront presque pas de problème de production parce qu'ils en produiront pas non plus énormément.
et ça leur fera du cash, donc je vois pas le problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau du Tesla Truck, donc le semi-truck, ça va être beaucoup plus problématique et surtout, je sais pas vraiment comment ils vont faire exactement au niveau des méga chargeurs et tout ça. Donc on verra bien. Une chose est sûre, on ne sait pas ce que le futur nous réserve au niveau de Tesla, mais j'espère qu'ils réussiront parce que rien que les camions électriques, ça pourrait être cool. Il y a d'ailleurs des concurrents pour le camion électrique, je dois préciser, qui commencent à popper par-ci par-là. Après, ils sont encore loin des spécifications que Tesla annonce ici. Au niveau des dates, le camion 2020 et le Roadster 2021 apparemment. Ou c'était non, le camion 2019 et le Roadster 2020. Voilà, je me suis trompé. J'avais automatiquement converti les dates réelles en fait, parce que ça c'est les dates qu'ils annoncent. Mais les dates réelles, à mon avis, ce sera plutôt 2020 pour le camion et 2021 pour le Roadster. Quoique le Roadster pour aller plus vite en fait, parce que je veux dire, ils ont déjà un prototype ici. Et comme c'est une voiture de luxe, ils peuvent la faire à la main, ça ne posera aucun problème. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, c'est tout à ce niveau-là. Alors, OnePlus 5 a annoncé son OnePlus 5T, donc une version... Alors, j'ai du mal à comprendre à chaque fois leur version T. Ils auraient pu faire OnePlus 6 directement ou autre chose, mais ils ont quand même annoncé une version T qui est assez différente en réalité du OnePlus 5 de base. Donc, il utilise enfin un écran 18 neuvième, grand format comme vous pouvez voir, qui va jusqu'au bord du téléphone. Donc, un téléphone clairement 2017. Il a des spécifications évidemment que vous pourriez vous attendre comme d'habitude. Donc on a notre bon vieux Snapdragon 835 Adreno, on a du bon appareil photo 16 mégapixels plus 20 mégapixels, jusqu'à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. L'écran c'est un AMOLED d'ailleurs, il faut le préciser, donc Samsung, donc ça c'est plutôt bon signe, vu que Samsung se débrouille le mieux à ce niveau-là. Et alors 6 Go de RAM sur le modèle 64 Go, il faut le préciser. Le capteur d'empreinte est à l'arrière. Je ne sais pas s'il y a des photos ici. Il y a des aperçus sur la page principale. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Évidemment le format 18 neuvième. USB type C. Toujours un headphone. Donc ça c'est plutôt cool. On a aussi donc speaker en bas. Parce qu'évidemment il n'y a plus de place à l'avant pour en mettre un. Le capteur d'empreinte comme je dis à l'arrière. Vous avez aussi déverrouillage via scan de visage. Qui est apparemment très rapide. Faut voir la sécurité à ce niveau-là, évidemment. Parce que si quelqu'un met juste une photo de vous, se colle sur le visage et puis qui se met devant votre téléphone et qu'il arrive à déverrouiller le téléphone, ça pourrait être problématique. Parce que trouver des photos des gens, c'est pas très difficile. Il y a Facebook, il y a plein de photos des gens. Donc si on pouvait juste berner le truc comme ça peut être problématique. Un peu comme d'ailleurs l'iPhone X qui a été trompé. Alors c'est pas vraiment... Enfin, je pourrais le mettre dans une news, mais il a été trompé en fait. Il y a des gens qui ont fait un moule d'une tête. Ils ont mis juste les yeux et la bouche, donc une photo de la bouche et des yeux collée sur ce moule en 3D, et ça a réussi à déverrouiller le téléphone. Donc voilà, il faudra voir. Dans tous les cas, 499 € de base le prix, un petit peu plus cher pour le modèle 128 Go évidemment. Un beau téléphone qui à mon avis devrait être plutôt pas mal. J'ai toujours moi-même des petits problèmes avec OnePlus. Je me souviens encore de leur campagne marketing de là quelques années où ils ont littéralement invité des femmes à poster des photos en petite tenue. Donc ça c'était vraiment, mais alors vraiment de mauvais goût. Et aussi beaucoup de problèmes de contrôle de la qualité qu'ils ont. Notamment rien que le OnePlus 5 avait un problème comme quoi l'écran était monté à l'envers. Pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, et du coup ça faisait qu'il y avait des petits problèmes au niveau de l'écran. Donc personnellement, si vous comptez l'acheter, je vous dirais d'attendre, parce que de toute manière, les OnePlus à la sortie, on n'arrive jamais à les acheter, il faut s'inscrire à des listes ou je ne sais quoi. Donc attendez que les premières personnes découvrent les problèmes, et s'il y a réellement un problème, ben, vous serez content, et s'il n'y a pas de problème, vous l'achèterez quand il sera réellement disponible de toute manière, parce que de toute façon, là, il n'est pas disponible vraiment, il faut s'inscrire et tout ça. D'ailleurs, il y a 2 autres téléphones qui sont sortis aujourd'hui en France, je tenais à le préciser. Le LG V30 est officiellement disponible maintenant. Il a toujours évidemment ses problèmes d'écran, donc ça, il faudra voir. Mais il a quand même des plutôt belles spécifications. Et vous avez aussi le Huawei Mate 10 Pro qui est sorti aujourd'hui. Alors, je dois bien avouer que il y a aussi d'ailleurs le Huawei Mate 10 Lite qui est sorti, qui a plus de 300 €, qui serait certainement beaucoup plus intéressant pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, il me semble qu'il doit être sur le site. Mais voilà, j'aime bien utiliser GSM ARA parce que vous avez toutes les spécifications des téléphones. Vous avez aussi les différentes versions qui existent. Regardez par exemple le LG V30. Vous voyez toutes les versions qui existent. Donc ça, c'est la version pour l'Europe. Là, vous avez la version pour Hong Kong. Donc c'est hyper pratique pour ça. Donc,
Et vous pouvez voir toutes les bandes 4G aussi, voir si c'est supporté par votre opérateur comme ça. Donc le Mate 10 Lite qui selon moi est le plus intéressant, donc écran 5,9 pouces, 18 neuvième aussi, 16 mégapixels, 4 Go de RAM et une bonne petite batterie quand même. Il est vraiment intéressant en fait. Il y a aussi un capteur d'empreinte arrière et il coûte moins de 400 €. Donc clairement par rapport même à OnePlus, ça pourrait être mieux en fait. Ça pourrait être beaucoup mieux. Donc je vous dirais de regarder un petit peu à suivre. Toutefois, moi ce qui m'intéresse c'est le Mate 10 Pro. Je cherchais un nouveau téléphone comme j'avais dit parce que je ne suis vraiment pas satisfait par la batterie de mon mon Samsung Galaxy S6. Donc personnellement je vais partir sur le Huawei Mate 10 Pro. Je verrai bien ce que ça donnera. Il n'a pas de jack, ce qui m'embête un petit peu, mais normalement vous avez dû le voir hier, j'ai fait un unboxing d'un casque Bluetooth, donc je testerai, voir. Je tiens toujours, quand je dis que quelque chose ou quand je dis que quelque chose n'est pas encore au point, tout ça, je tiens quand même à le revérifier de temps en temps et je tiens à voir s'il y a moyen de vivre sans un jack sur un téléphone, en tout cas pour moi dans mon cas. Donc je verrai bien si c'est le cas et si ça marche bien dans mon cas. Alors, une news, encore une fois avec EA, EA que j'adore tellement, que je déteste en fait. Donc EA avait sorti Battlefront 2, vous vous souvenez, j'en avais parlé il me semble, avec pas mal de trucs dans le jeu où il fallait payer pour avoir des loot box, pour peut-être avoir la chance de tomber sur des cartes qui sont complètement pétées pour améliorer vos personnages dans le jeu. Pour information, il y a des gens qui avaient recherché, il faut payer plus de 2000 $ pour tout déverrouiller ou alors jouer, et ça c'était juste abusé. Une quantité d'heures, je crois que c'était genre je ne sais même plus, ça devait être 4 semaines je crois, mais 4 semaines sans s'arrêter, genre vraiment sans s'arrêter, hein. Ou même 4 mois en fait, non c'était 4 mois, je suis pratiquement sûr. C'était en tout cas plusieurs milliers d'heures pour déverrouiller tout dans le jeu, si vous ne voulez pas payer. Du coup les gens étaient très 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 mécontents à la sortie, vraiment mécontents. Il y a eu énormément de personnes qui ont montré qu'ils ne voulaient pas de ça, et EA a décidé de changer. Ah non, en fait, ils ont juste retiré apparemment le système d'achat de monnaie dans le jeu en attendant de apparemment réévaluer le modèle économique. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais ils vont pas le retirer, ils vont juste le réévaluer. Donc peut-être qu'ils vont juste diminuer la durée des trucs par 2 et puis laisser le temps, laisser l'eau couler sous le pont le temps que les gens ne soient plus énervés. Mais une chose est sûre, je vais le dire directement, si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan de même DICE, vous ne devriez pas laisser ce genre de choses arriver. Parce que EA est littéralement en train de détruire cette série de jeux. Et aussi les jeux Star Wars. Ils ont déjà annulé des jeux Star Wars solo parce que selon EA, il n'y a que les jeux multi qui sont intéressants ou je ne sais quoi. Parce que oui, évidemment, parce que c'est sur les jeux multi qu'on peut faire payer le plus les gens, parce que c'est là qu'ils vont acheter des loot box pour être les meilleurs. Parce qu'en solo, ils vont juste utiliser des trucs de cheat, évidemment, parce qu'ils s'en foutent de cheater face à... Voilà. Ça me rappelle notamment avec Warner Bros. Et justement le dernier Shadow of Mordor qui avait des trucs avec des orques. Vous deviez, enfin, il y avait des trucs où il fallait payer pour avoir des orques meilleurs et tout ça. Et il y a des gens qui ont juste cheaté parce que c'est un jeu solo et que ça ne change rien au final. Enfin, pas cheaté, ils ont juste cheaté pour enlever les trucs où il fallait payer, quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est fait que des jeux multi. Et c'est pour ça que selon moi, vous devriez arrêter d'acheter des jeux EA le temps qu'ils font ça, tout simplement. Après, est-ce que ça va vraiment les affecter ? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt Disney qui a dû aller un petit peu taper à la porte de EA en disant hey, il y a des gens qui arrêtent pas de nous contacter comme quoi vous faites des paris illégaux pour les enfants dans votre jeu, parce que c'est réellement ça, hein, je suis désolé. Il y a même le dernier Need for Speed a un système justement où vous payez et ça fait un jeu vous savez, des jeux de machine là où vous tirez une manette et puis il y a 3 trucs et puis ça tombe aléatoirement. Il y a ce système dans le jeu, je ne déconne même pas. Ils essayent même plus de cacher le fait que c'est un jeu de paris, sauf que le problème c'est vendu à des enfants et tout ça. C'est juste un problème d'éthique pas possible. Il y a d'ailleurs la commission de paris et tout ça belge qui est en train d'investiguer le jeu pour voir si c'est pas totalement illégal. Et selon moi, c'est totalement illégal. Et c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, tant que ça reste, je tiens à préciser, tant que ça reste des cosmétiques, ça me dérange pas. Mais là, on parle de trucs qui
vous améliore dans le jeu, donc c'est vraiment problématique. Alors la Surface Book 2 qui est sortie, je pense que vous avez dû le voir, elle avait été annoncée il y a un petit moment, donc au niveau des mises à jour, on est passé, alors il y a 2 modèles maintenant, donc il y a toujours le modèle 13 pouces, et maintenant il y a aussi un modèle 15 pouces, et ils sont passés aussi au nouveau Core i7 de 8ème génération, enfin c'est pas la 8ème génération, mais ils sont passés au nouveau Core i7 et Core i5 Kaby Lake Refresh qui ont 4 cœurs, je vous rappelle, qui sont plutôt performants pour leur consommation, donc 15 watts maximum. Et donc, on a une review ici chez Ars Technica, ce qui permet de voir un peu et d'en parler. Alors, il y a toujours des petits problèmes avec la Surface, notamment elle manque de port, elle coûte cher, vraiment cher, mais il y a des trucs très intéressants dans cette version 15 pouces par exemple, où il y a littéralement une GTX 1060 dedans, donc un Core i7 8100 650U. Alors en temps normal j'aurais dit c'est pas très impressionnant ça, mais maintenant c'est un 4 cœurs, donc plutôt intéressant. Donc écran assez haute résolution pour du 15 pouces avec évidemment écran tactile et juste de très bonnes spécifications. Un manque de port par contre vraiment gênant, et surtout ce prix 2000. Alors non, celui qu'ils ont review justement avec la GTX 1060 coûte 3299$. C'est cher, c'est vraiment trop cher même je dirais. Après, je suppose que Microsoft est devenu comme Apple, sauf qu'on n'a pas la qualité d'Apple au niveau du logiciel. Donc, ouais, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas la même qualité de niveau logiciel qu'Apple, si vous mettez les mêmes prix qu'Apple, mais bon. Alors, du coup, dernière petite news. Première carte mère en Z390 qui a été spotée dans la nature. C'est une super micro, d'ailleurs. Et ma caméra vient d'arrêter d'enregistrer, c'est pas grave, c'est la dernière news de toute manière. Donc, le Z390 qui devrait être normalement la nouvelle plateforme haut de gamme du milieu de gamme chez Intel. On ne sait pas trop à quoi elle sert parce que c'est pas le Z370 permet l'overclocking, donc le Z390 on ne sait pas ce que va fournir de plus. Toutefois il y avait comme des rumeurs comme quoi ça pourrait être une plateforme qui sorte plus tard pour sortir des plus gros Core i7 avec plus de cœurs peut-être, pour justement contrecarrer Ryzen 2 qui pourrait peut-être avoir plus de cœurs encore. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas il y a des premières informations comme quoi ça pourrait pointer le bout de son nez, et surtout on verra ce que ça rapporte réellement de plus, parce que moi je ne vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Du coup c'est à peu près tout pour ce Texama Show de cette semaine-ci. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Texama Show, et je vous dis salut à tous. Et j'ai fait salut à la caméra alors qu'elle ne filme plus. C'est pas grave.